Un dénommé Jean-Baptiste Creuset écrivit en 1734 une fort belle histoire. Malheureusement pour lui, la fable qu'il avait livrée en vers de décasyllabes n'avait pas eu l'oreille de l'Église, et c'est vers les Pays-Bas qu'il dut trouver refuge pour publier son manuscrit. L'histoire eut alors tant et tant de succès que les éditions se succédèrent et que le récit fit le tour d'un royaume marqué par la censure. Mais hélas, il faut à la vérité de reconnaître qu'en matière de menterie, ce Jean-Baptiste-là n'avait rien à m'envier. Je vais à mon tour essayer de démêler l'écheveau de ses sornettes tout en dévidant les miennes. Je n'ai aucune raison de rester à quai. Or donc, pour Jean-Baptiste, tout se passa du côté de Nevers, en ce monastère de la Visitation. Des dames, pour prieuses qu'elles puissent être, n'étaient pas pour autant s'enquérir quelque plaisir terrestre. C'est un drôle d'oiseau venu du nouveau continent qui fut à l'origine de cette troublante histoire que je vais vous restituer à ma manière. Levons tout d'abord le voile sur une première erreur. Lorsque notre homme écrivit sa fable, les Visitandines ne vivaient pas là où le sieur Creuset le prétend. La faute a une rime en vers et voilà Nevers préféré à Moulins, qui à l'époque accueillait les bonnes dames, et ce depuis 1616. Nous fermerions volontiers les yeux sur ce petit décalage géographique si, une fois encore, la Loire n'avait eu l'occasion de voler la vedette à ce pauvre allié. L'histoire eut cependant un tel succès qu'il n'était plus question d'avouer le forfait. Puisque le conte se déroulait à Nevers, le couvent y fut installé en 1854. L'Église, toujours soucieuse de rétablir la vérité, avait déplacé le problème à sa manière. Une fois encore, notre Loire resta en pleine lumière quand son fidèle affluent demeura dans l'ombre. Mais revenons à l'objet du délit, puisque du perroquet nous devons parler. Vert. C'est ainsi que les dames pieuses l'avaient prénommé, était, à n'en point douter, un volatile fort doué pour l'usage des langues. Se moquant comme de son continent natal que le latin fût une langue morte, il avait dans son répertoire toutes les prières les plus édifiantes qui soient. Les dames visitandines en éprouvaient une immense fierté et un je ne sais quoi qui vous chatouille sous l'habit. Nous ne pouvons leur en faire grief. L'animal méritait cette petite entorse à la règle de modestie de l'ordre. Pire même, sa réputation arriva jusqu'à la maison mère de nos bonnes sœurs. Au couvent de Nantes, toutes les nonnes voulaient à leur tour entendre ce prodige et jouir de son organe quelques messes. Comme alors tous ceux qui se déplaçaient dans le royaume empruntaient la Loire et ses affluents, il fut bien vite conclu que le perroquet allait voyager de Nevers, à moins que ce ne fût Moulins, jusqu'à Nantes, à la grâce de Dieu et du courant de Notre-Dame Ligère et de son influent. L'affaire dans ce sens pouvait être rudement menée. 4 à 5 jours pouvaient suffire pour exaucer la gourmandise spirituelle des Nantaises. Hélas, les voies du Seigneur sont aussi impénétrables que peuvent être troublantes les fantaisies du fleuve.
voyage ne fut pas aussi rondement conclu qu'on eût pu le penser. Les difficultés de navigation s'ajoutèrent aux caprices du temps. L'expédition dura bien plus de temps qu'il ne faut pour que le perroquet découvrît un tout autre répertoire. Il faut dire à sa décharge qu'il voyagea en fort mauvaise compagnie. Outre l'équipage constitué de 5 vilains et mal embouchés mariniers, le Chaland avait en son bord un moine chaperon de l'oiseau, 2 dames à la vertu tarifée qui découvraient les joies de la délocalisation, 3 dragons en changement d'affectation et une nourrice qui allait donner le sein sous d'autres cieux. On aurait pu attendre du moine qu'il veillât sur le perroquet comme à la prunelle de ses yeux. Je devine, mécréant que vous êtes, que vous soupçonnez déjà notre homme de monastère d'avoir préféré le commerce des dames à sa mission sacrée. Vous faites fausse route, et j'espère que les feux de l'enfer vous récompenseront de cette pensée impie. Le moine ne forniqua pas, et c'est heureux. Mais hélas, pour lui, le Chaland, on se demande bien pourquoi, devait livrer en pays nantais du vin de 5%. Le moine vit dans les barriques le prolongement du Saint-Sacrement. Il but tout son soûl du matin au soir et durant tout le trajet, si bien qu'il était soit à lever le coude, soit assoupi contre la généreuse poitrine de la nourrice. Jamais il ne veilla sur le pauvre animal, abandonné à la garde de tous les autres gueux et de nos 2 donzelles. Il découvrit alors un tout autre langage que celui de l'Église. Il se prit d'affection pour des langues bien vivantes. Tous les jurons de la bétellerie s'unirent à ceux des lupanards et des salles de garde. Il apprit même des chansons à boire que le pauvre moine pouvait fredonner dans ses rares moments de lucidité bachique. Le Chaland connut les aléas de la navigation sur la Loire. Quand la manœuvre se compliquait, les bordées d'injures se faisaient entendre et Ververs se constitua un répertoire à faire rougir tout un pensionnat de jeunes filles. L'animal apprenait vite et oubliait pareillement son latin et ses prières. Désormais, il eût pu tenir conversation fleurie avec un charretier. Vous pouvez imaginer la tête et l'effroi des dames nantaises quand cet oiseau du diable arriva dans leur couvent. Ce qui sortait du bec de l'animal était marqué du sceau de Satan. Les nonnes se signèrent et renvoyèrent immédiatement ce cadeau empoisonné. Perroquet venait d'inventer le retour à l'envoyeur, une pratique fort rare en cette époque. Il profita du retour, un voyage qui demande naturellement bien plus de temps, puisqu'il faut remonter le courant et attendre que le vent soit favorable. Durant plus d'1 mois, il poursuivit son apprentissage. Et c'est un érudit de la langue verte qui retrouva son couvent de départ. Il est inutile de préciser qu'aucune des sœurs de Nevers ou bien de Moulins ne reconnut le bel oiseau d'autrefois. L'histoire de notre menteur affirme qu'après une longue période de jeûne et d'abstinence, Ververs retrouva la foi et son latin de cuisine. Il est inutile de vous préciser que c'est la chose impossible.
ce qu'on apprend de la bouche d'un marinier, d'un soldat ou d'une fille facile ne s'oublie pas de sitôt. Jamais plus Werwer ne reviendra à ses bondieuseries. Voyant qu'il était perdu pour la vraie froid, la mère supérieure du couvent de la Visitation l'envoya au diable. Ce que fit le perroquet sans se faire prier davantage. Il se percha sur le premier mât qu'il trouva et depuis ce jour n'eut de cesse que de commander à la manœuvre tous les équipages de Loire. Il fut si célèbre que la royale s'empara de lui et lui offrit les honneurs du grand large. Il fit tant et si bien pour la gloire de la navigation que depuis ce jour, par toutes les marines du monde, les voiles, les vergues et les mâts situés au-dessus du hunier sont désignés du nom de perroquet. C'est en mémoire de Werwer, qui ne mourra jamais, comme le dit Grasset, étouffé par des dragées d'église. S'il finit par périr, ce fut d'un juron plus virulent que les autres. Et alors qu'il allait rouler son bec sur tous les bateaux du monde. Vous n'avez plus qu'à démêler le vrai du faux. Le perroquet n'est plus, hélas, là pour vous dire à sa manière le fin mot de l'histoire. Il est préférable que ce ne soit pas le cas. Sa langue en aurait choqué plus d'un. Depuis ce jour, la langue verte est celle non seulement de notre Werwer, mais de tous ceux qui ont appris sur le tas. C'est bien la seule vérité du récit.